3 nuits et 3 jours, ils vont vivre le plus réaliste des jeux de rôle. Le Grandeur Nature. Allez, maintenant, jouez! Ils se nomment rôlistes ou GNistes. Ils sont 20 000 joueurs en France, 400 000 en Europe, et plus de 200 jeux sont organisés pour eux en France par une centaine d'associations. C'est en collaboration avec l'association Avalon, située dans le Périgord, que nous allons pénétrer pour la première fois avec vous au cœur de cet univers ludique et original, le jeu de rôle Grandeur Nature. De la préparation à la pratique, joueurs et organisateurs nous font découvrir l'un des plus importants jeux de rôle Grandeur Nature, ou GN, organisé en France, les Chroniques d'Askandor. Benjamin est consultant qualité à Paris et pratique le GN depuis 15 ans. Le temps d'un GN, on s'initie dans quelqu'un de totalement différent et on ressent ce que lui ressent. Donc c'est aussi cette découverte, c'est à la fois une aventure donc, physique, tangible, puisqu'on marche, on regarde, mais aussi une aventure spirituelle, puisqu'on va découvrir d'autres pensées et puis surtout d'autres psychologies. Marie-Hélène est professeure d'habillement à Paris. Elle a une expérience de 5 ans de GN. Alors, ce qui m'attire plutôt dans les GN, c'est vraiment ce travail sur l'imaginaire. J'ai pas d'ambition de devenir actrice, pas du tout. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un roleplay et d'avoir du répondant. C'est-à-dire d'avoir une personne en face, comme on parlait tout à l'heure de travail en équipe, c'est que la personne en face puisse nous faire aussi rêver et nous emmener dans cette fameuse future aventure qu'on va vivre. Delphine habite en Dordogne. Elle est ouvrière horticole et en est à son 10e GN. Le GN m'aide beaucoup du côté de ma timidité. C'est vrai qu'on passe cette barrière-là, on arrive, on est dans le jeu et la barrière de la timidité est passée. Et ça me fait énormément de bien de ce côté-là. Ça me permet justement de m'ouvrir beaucoup plus. Ça m'a beaucoup aidé. C'est un côté que j'apprécie beaucoup du jeu de rôle aussi, quoi. Pascal est technico-commercial à Saint-Astier, en Dordogne. Il pratique le GN depuis 10 ans. Tout l'intérêt des GN, c'est justement faire des choses en GN que dans la vie quotidienne, on ne fait pas. Donc voilà, c'est sauver la princesse, taper un monstre à l'épée, jeter des sorts, tout ça en termes de jeu, avec un contexte de jeu, avec des règles mises au point. On parle de jeu de rôle dans la mesure où effectivement, depuis les années 1970, vous avez des produits commerciaux qui sont apparus, type Donjons et Dragons, sous l'appellation américaine Role Playing Games. Donc jeu de rôle est la traduction, si vous voulez, de ce concept de jeu, que ce soit d'ailleurs des jeux de rôle sur table, des jeux grandeur nature ou une partie des jeux vidéo. Et si vous voulez, le but d'un jeu de rôle est d'entrer dans la peau d'un autre personnage, en général dans un univers de fiction. Et donc ça me semble, si vous voulez, ces possibilités d'incarner aujourd'hui pour bon nombre de nos contemporains des identités virtuelles au travers de ces jeux de rôle, me semble effectivement un phénomène social tout à fait important. Le jeu de rôle Grandeur Nature peut être considéré comme du cinéma ou du théâtre interactif. Chaque joueur incarne totalement un personnage au cours d'une aventure scénarisée réellement et physiquement vécue. Pendant toute la durée de la partie, de quelques heures à plusieurs jours, il se glisse dans la peau d'un autre pour effectuer un saut dans l'espace, un véritable voyage dans le temps. L'aventure évoluera en fonction des initiatives prises par les joueurs. Il y a vraiment une grande diversité d'univers, que ce soit futuriste, ça peut être pirate ou western ou médiéval médiévaux pour ceux qui aiment.
Mais maintenant, je veux dire, il y a plus de 500 associations en France, tout le monde peut en faire, il y en a pour tous les goûts. Les grandeurs nature sont assez diversifiées. En fait, depuis l'origine, les genres se sont multipliés. Si l'on regarde les deux extrêmes, on va avoir d'un côté le mini grandeur nature, celui qu'on va pouvoir organiser sur une demi-journée, en petit comité, 10 personnes. On trouve des scénarios sur Internet ou dans des magazines comme celui de la Fédération. L'autre extrême, c'est le scénario avec des centaines de joueurs qui va réclamer une organisation logistique énorme. Et donc entre les deux, eh bien, il y a plein d'intermédiaires, plein de concepts différents qui font toute la diversité et la variété de cette activité. Le murder party, les soirées enquêtes, les huis clos, ou tous ces petits GN ou ces mini-GN parce qu'ils réunissent moins de personnes, etc., ça fait partie du grandeur nature, puisque la personne incarne un personnage, elle a un rôle articulé autour d'un scénario qui est géré par des organisateurs avec des petits événementiels. Tout, murder party, huis clos, tout ça, pour moi, c'est la même chose que le grandeur nature. Après, le paintball, c'est pas du grandeur nature, c'est des gens qui, c'est presque assimilé à un sport aujourd'hui. Il y a des équipes professionnelles, il y a un professionnalisme sur le paintball et les gens, ils n'incarnent pas un personnage. Le grandeur nature qui vous est présenté se situe dans l'univers médiéval fantastique d'Ascandor, conçu par l'association Avalon. Il se déroule pendant 3 jours et 3 nuits au château de Puyferrat, en Dordogne. Les organisateurs de GN sont souvent liés à leur région, puisqu'il est quand même plus pratique d'organiser près de chez soi. Mais il arrive régulièrement que certains, cherchant un lieu bien précis, pour un scénario bien précis, n'hésitent pas à aller loin. Parfois même, on franchit les frontières ou on franchit une mer s'il le faut. Et dans certains cas aussi, la découverte d'un site va motiver les organisateurs pour organiser un scénario spécialement conçu autour de l'endroit. Le plus souvent, les associations imaginent déjà le scénario dans leur tête, ils cherchent un site, et comme on n'a pas accès à 36 000 sites, et ils sont souvent obligés de faire avec ce qu'ils trouvent. Donc après, ils adaptent sur le terrain et ils créent des éléments de décor supplémentaires pour essayer de symboliser ou de rendre réellement l'effet qu'ils espéraient. Nous, cette année, c'est vrai que, et je pense que d'autres associations le font, quand on a la possibilité d'avoir des sites bien connus, qu'on est sûr de les avoir et qu'on a trouvé un lieu merveilleux, il arrive souvent aussi que là, tout de suite, c'est des idées qui germent et là, dans la tour, on pourrait faire ça, dans la chapelle, regarde, on pourrait faire ça, ça, c'est génial, mais ça me donne cette idée, ça arrive aussi. Et c'est vrai que nous, cette année, on a tout articulé autour du château et on a complètement exploité le patrimoine le patrimoine de Dordogne avec le château de Puyferrat. Le jeu de rôle grandeur nature d'Ascandor est l'un des plus importants organisés en France avec un effectif d'environ 300 personnes, dont 160 joueurs. Le plus grand GN de France peut atteindre les 800 personnes. Au lycée, un ami m'en a parlé, il m'a dit là, dans quelques mois, je vais faire un jeu de rôle grandeur nature. Donc il m'a expliqué que c'était un peu comme du théâtre improvisé, qu'on vivait une aventure. Et là, ça a fait tilt, et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Donc sans rien connaître, je me suis lancé dans l'aventure, et depuis, je suis resté dedans. C'était il y a environ 10 ans. Ce qui m'a attiré dans le grandeur nature, il y a 2 choses, personnellement. Déjà, c'est de se retrouver avec mes potes, les potes avec qui je faisais des jeux de rôle sur table. De faire ensemble une expérience, comment ça se passait en grandeur nature. Et ensuite, un peu les costumes. Finalement, le trip de se déguiser, tu vois, comme dans le carnaval, il y a quand même pas mal d'assauts là-dessus qui se passent. J'aime bien me déguiser, donc j'aime bien aussi construire nous-mêmes nos déguisements, etc. Ce qui m'attire dans le GN, ça va être beaucoup le travail sur l'imaginaire, le côté théâtral aussi, qui est vraiment très marrant, des fois très ludique. Ce qui m'attire, c'est aussi le fait d'être pendant 4 jours coupé du monde quelque part aussi. On part 4 jours dans les bois et on est ailleurs, on pense plus aux soucis quotidiens, on va dire, ça fait du bien. Ça défoule de ce côté-là. Comme tous les jeux, il doit y avoir un but. Le but du jeu de rôle grandeur nature consiste en un certain nombre de missions stratégiques, militaires et politiques à effectuer dans un univers souvent hostile et parsemé d'embûches.
S'il y a des généraux ici qui nous rejoignent à l'avant. Ramenez-moi 10 tentacules d'horreur avant que le soleil n'atteigne le zénith. Et les portes de la citadelle s'ouvriront. Les joueurs devront faire face à des attaques de brigands, de terribles orques, ou comme dans le monde d'Askandor, à des monstres nommés Horreurs, prêts à tout pour conserver leur territoire. Mais ce jeu reste avant tout un moment de plaisir, où les joueurs viennent vivre une aventure et s'immerger dans un monde imaginaire. C'est le seul jeu qui met en jeu toute la personne. Quand on est en GN, on n'est pas caché derrière un écran. Bien sûr, on joue un rôle, donc on peut entre guillemets tricher, comme dans la vie sociale de tous les jours. Hein. Mais en même temps, on est là en chair et en os. C'est ni plus ni moins que les cow-boys et les indiens de quand on était petit, version deluxe avec un système de règles qui permet d'aller un petit peu plus loin quand même. Il y a des règles de role-playing, ce qu'on appelle, enfin de RP, c'est-à-dire que déjà quand on incarne un personnage, il faut le jouer, il faut l'interpréter. Donc ça va par soit de la caricature ou soit en s'immergeant totalement dans son personnage et en le jouant. Ensuite il y a le fair play, puisqu'il n'y a pas d'arbitre derrière les joueurs pour vérifier s'ils font ou s'ils font pas, sauf s'ils sont pris sur le fait, etc. Donc ça demande énormément de respect des uns vis-à-vis des autres, ça demande à chacun de s'auto-gérer et d'être attentif aussi à l'autre. Et s'ils sont dans le même esprit, dans la même ambiance et qu'ils respectent déjà ces deux règles élémentaires, le GN passera très bien. Après, il y a des règles plus techniques, des règles de combat, puisqu'on utilise des armes en latex, donc c'est pas des vraies armes, hein, on n'est pas là pour se faire mal. Hein. Donc là, les coups à la tête sont interdits, les coups en estoc sont interdits, et on privilégie plutôt le fait que les combats soient jolis plutôt qu'efficaces. Donc on demande aux joueurs de bien mettre leurs bras derrière l'épaule pour porter leurs coups, enfin voilà, ce genre de choses. Bien que le Grandeur Nature ait des règles de base, c'est un jeu sans gagnant ni perdant. Mais le fait qu'il n'y ait pas de gagnant peut surprendre, puisque justement, ce n'est peut-être pas tout à fait un jeu. Il n'y a pas de gagnant dans toutes les activités que l'on peut pratiquer. Donc le but, c'est de s'évader, de se distraire, de s'amuser, de partager des moments forts avec des personnes, des amis ou des gens dont on va faire connaissance à l'occasion du scénario. Donc chacun peut y trouver des sensations différentes et tout le monde n'a pas le même but en venant participer. Alors, en général, ce qui mène les gens aux Grandeur Nature, c'est des choses très différentes. Moi, ce qui m'a mené au jeu, c'était vraiment le fait de vivre une aventure, de la ressentir. C'est vraiment un peu la différence par rapport aux jeux de plateau ou aux jeux de dés, où en fait on n'a pas vraiment l'impression de ressentir quelque chose réellement. Là, l'idée, c'était vraiment de vivre et aussi de faire un peu de sport, d'une manière totalement différente, vraiment de ressentir quelque chose de fort. Le joueur connaît la personnalité, l'occupation, le caractère et les motivations de son personnage, ainsi que l'univers dans lequel il va évoluer. Tous ces éléments sont intégrés au scénario. Le joueur ne joue pas son propre rôle, mais celui de son personnage, en y ajoutant des éléments personnels. En effet, seules les grandes lignes de comportement sont généralement indiquées dans la fiche descriptive qu'il va recevoir au début du jeu. Fiche de personnage. Félix. Braco. Tout ça, c'est ce que conserve mon personnage. Oh, comment il est beau, mon kiki. Les rituels que je peux faire. Pour éviter de le montrer aux autres. La feuille de personnage du joueur comporte un résumé de la situation au début de l'aventure, les compétences de son héros, un descriptif de son comportement qu'il devra respecter et les objectifs à atteindre. Si
Si je veux utiliser ensuite un sort, je vais devoir utiliser un ou plusieurs pétards, ficelles, selon la nature du sort. Donc plus il est puissant, plus il faudra qu'on utilise. Mais bien sûr, ils sont assez limités. Et donc là, j'ai un petit récapitulatif de mes divers sorts. Donc j'ai encore quelques minutes pour l'apprendre par cœur. Avec tout ça, on est prêt pour l'aventure. À la différence du jeu de rôle joué autour d'une table, où la plupart des actions entreprises par les joueurs sont résolues à l'aide de dés, le joueur va utiliser ici ses propres capacités. S'il veut dérober un objet, à lui d'utiliser ses réels talents de pickpocket. S'il doit avancer en silence dans une forêt souvent dangereuse, c'est à lui de marcher avec légèreté, et ce n'est pas chose facile. Et quand il combat un adversaire, il doit faire preuve de vivacité et d'endurance pour arriver à toucher son ennemi avec l'arme en latex dont il dispose. Le critère le plus important, c'est la sécurité. À la base, c'est des armes qui sont faites pour se toucher entre nous, parfois pour se frapper. Enfin, c'est surtout un système de touche en fait. Donc il faut que les armes soient molles, il faut qu'elles soient fabriquées en mousse ou quelque chose qui fasse pas mal. Après, on recouvre tout ça de latex et ça donne un produit élastique qui donne l'apparence un peu du métal, mais en fait qui n'est pas du tout dangereux. Tous les personnages, ils ont un certain nombre de points de vie. En général, pour nous, c'est 5 points de vie. Et pour faire simple, quand quelqu'un frappe et touche un adversaire, il annonce les dégâts qu'il fait. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, enfin, et vice-versa, enfin, et encore. Et quand il frappe, il annonce, et la personne qui a été touchée doit les déduire et les décompter de son nombre, de son potentiel total. Voilà. Et c'est de l'autogestion entre les joueurs, c'est ce qu'on appelait le respect, le fair play, chacun s'autogère. Le point de vie est un système de simulation qui permet d'évaluer la santé du personnage. Donc quelqu'un qui joue un rôle de guerrier qui va être assez fort va avoir un nombre de points de vie peut-être plus important que la demoiselle de compagnie. Lorsque l'on est blessé, on perd des points de vie et lorsque l'on tombe à 0, eh bien, on tombe dans le coma. Et puis on peut peut-être mourir, le personnage à ce moment-là disparaît et le joueur va à ce moment-là jouer un autre rôle à la place. Il existe des règles notamment pour les combats, puisque c'est la partie sensible du jeu, puisque déjà il faut respecter absolument la sécurité, parce que même si les armes sont inoffensives, puisqu'elles sont faites en mousse, on peut malgré tout, avec un coup mal porté, peut-être blesser quelqu'un volontairement. Donc on a des consignes de base qui sont, par exemple, de ne pas toucher la tête ou de ne pas utiliser une arme d'estoc, c'est-à-dire avec la pointe. Même si elle est protégée, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une rupture. Donc la première consigne, c'est la sécurité. On essaye toujours que dans les zones de combat, il y a un minimum d'éclairage, surtout de nuit. Les joueurs et les organisateurs d'eux-mêmes, quand il y a des lieux dangereux ou il y a des lieux risqués, pour des raisons de sécurité, là il y a une sorte de temps mort de jeu, hors jeu, où chacun se dit attends, on va se déplacer là parce que là c'est mieux, t'es sûr de ne pas tomber ou autre. On a déjà prévu de délimiter des zones dangereuses, mettre des bandes de chantier, avertir, et puis quand les joueurs arrivent, on fait un briefing avec tout le monde et on explique les zones dangereuses où il ne faut pas aller, où il ne faut pas se battre, et les zones qui sont autorisées justement pour les combats ou autres. On a posé des limitations de terrain, mais il se peut qu'à certains endroits, vous débouchiez sur de la civilisation. Donc à ce moment-là, vous ne jouez plus. Hein. Et on vous rappelle que dans Grandeur Nature, il y a... Nature. Voilà, je l'ai placé, c'est bon. Comme pour tous les jeux de rôle grandeur nature, les organisateurs ont créé un univers bien spécifique. Ascandor. Alors le monde d'Ascandor est constitué d'énormément de races et énormément de royaumes, puisque nos sources d'inspiration sont très larges, très larges au niveau du fantastique. Vous avez un panthéon troll avec des lamorques qui sont des demi-orques, des orques, des morgouls qui pourraient s'apparenter à des demi-ogres.
Des Idiva, ce sont des hommes chats, des Wulfen, ce sont des hommes loups, les Dracs, ce sont des hommes dragons, donc ça c'est ce qu'on appelle les humanoïdes. Il y a le petit peuple des fées, il y a les elfes, tous les elfes des mers, les elfes des bois, les elfes de lumière, les elfes noirs, les elfes arianes qui sont très proches de la connaissance et du savoir, les elfes Kenkari qui sont les plus vieux elfes qui sont très proches de la magie et du mystique. Il y a les humains. Les humains, alors avec toute la diversité qu'on peut avoir, à notre monde contemporain, des orientaux, des asiatiques, des occidentaux, des tribales, des sauvages, des civilisés. Il y a des chirates, des hommes lézards, il y a des nains, il y a des irarazirs qui sont des hommes ailés. On a des codes maquillage qui sont prévus, les joueurs les connaissent. Donc les elfes c'est facile, c'est des oreilles pointues par exemple. Et pour les dracs c'est avoir un masque de dragon ou un maquillage de dragon. Pareil pour les Wulfen et les Idiva, il faut avoir un masque ou un maquillage d'homme-chat ou d'homme-loup. Et pour les elfes, pour reconnaître un elfe des mers et un elfe noir, c'est simple. On voit ses oreilles et il a un bandeau soit de lumière, doré, ou soit un bandeau noir au niveau des yeux. Et souvent les joueurs, ils vont même plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont des costumes qui sont vraiment magnifiques et ils se peignent entièrement le visage en noir. Ils ont des costumes, au premier abord, on les reconnaît de suite parce qu'ils font de gros efforts de maquillage. Mais même pour des débutants ou autres, on a prévu des codes couleurs pour que chacun puisse se reconnaître. Donc, je fais partie de la guilde de l'Arcanium, qui est une guilde de mages dans laquelle seuls les plus puissants mages sont acceptés. Et donc à partir de ça, nous ne respectons que les lois de l'Arcanium et aucune autre loi autour. Donc on va aider les gens, mais on fera toujours attention à respecter la règle de l'Arcanium. Voilà. Mon personnage, donc Tarkassal, a été appelé pour aider les troupes elfiques pour aller sauver les elfes qui restaient dans les continents. Je suis un peu le guide au niveau de cette union de tous les elfes qui renforce finalement notre protection, quoi. Mon personnage Draco est un homme dragon. C'est un rôle assez particulier. En fait, il est le coordinateur de tout ce qui concerne les peuples non humains, donc les hommes loups, les hommes chats, tout ce qui est plus ou moins orc et assimilé. Et en fait, c'est un personnage qui a des idéaux très forts, donc un idéal en fait de bâtir une sorte d'ONU dans le monde d'Avalon, un peu comme tous les membres de ce groupe d'ailleurs. Mais lui, vraiment quelqu'un de très dévoué. Donc en fait, c'est une personne à mi-chemin entre agir par politique, agir de manière zen et quand il le faut, utiliser les armes. En ce qui concerne donc le monde d'Askandor et le personnage que j'y joue, donc Félidine, qui fait partie des groupes des Idiva, dont des hommes ou femmes chats, ça c'était une demande de ma part, j'avais envie de jouer une femme chat. Par contre, c'est donc avec notre ami Christophe là qu'on a donc discuté un petit peu de ce monde, etc. et de la particularité des hommes chats. Et donc ça s'est fait un peu comme ça, c'est pas moi forcément qui ai demandé à faire Félidine, ce personnage-là. Mais par contre, le monde des hommes aux femmes chats, oui. Enfin, n'importe qui peut participer à un grandeur nature. Le tout, c'est aimer s'amuser. Non, ça s'apprend pas, quoi. N'importe qui peut participer à un grandeur nature. C'est ouvert à tout le monde. On va déjà avoir une pression qui monte. On commence un peu à en discuter avec les autres et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses petit à petit se monter, se concrétiser. Je pense que ça va pas être facile. Parce que c'est vraiment une mission top secrète. Donc je peux même pas dire que la mission est top secrète. Nous venons d'ouvrir ensemble la première porte du jeu de rôle Grandeur Nature. Le prochain chapitre nous entraînera dans les coulisses de l'organisation. Nous découvrirons que l'élaboration complexe du scénario et la préparation du décor de l'univers médiéval fantastique d'Askandor représentent un travail titanesque de plus d'1 année pour une aventure qui se joue sans interruption pendant 3 jours et 3 nuits en plein cœur du Périgord. Chapitre 1. Tu sauvegarderas.